Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Flore Roublat, je suis en début de 3e année de thèse au CNRM et aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de thèse et les résultats que j'ai obtenus. L'objectif de la thèse, c'est de développer une méthodologie pour, à partir de la prévision d'ensemble, définir des scénarios météorologiques qui soient également adaptés à un usager. Mais tout d'abord, certainement, vous posez la question, qu'est-ce que c'est la prévision d'ensemble et pourquoi j'aurais besoin de scénarios? En météo, la prévision d'ensemble ou prévision probabiliste a été introduite pour en fait prendre en compte que, de toute façon, notre modèle n'est pas parfait. Et donc, au lieu d'avoir une seule sortie déterministe, on en a plusieurs qui représentent le champ des possibles de, justement, ce qui peut arriver en météo. En faisant ça, ça nous permet de prendre en compte les incertitudes et également de mieux prévoir les événements extrêmes, notamment lorsqu'on est dans un cadre de prise de décision. La prévision en ensembliste, c'est vraiment popularisé partout dans le monde et à Météo France, on n'échappe pas à la règle. Et donc, chaque modèle déterministe a un équivalent probabiliste. Et par exemple, on a le modèle de Météo France local à Rome, qui a son équivalent, la PE à Rome. Mais comme c'est de plus en plus développé, on se retrouve aussi avec de plus en plus de membres dans des ensembles, donc de plus en plus de sorties de l'ensemble. Et en opérationnel, en temps limité, on se retrouve avec, par exemple, à Météo France, 60 champs météo, et pour chaque membre, on doit se dire, alors, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas? Et la décision que je viens juste de prendre, à quel point j'ai confiance dans ce que je viens de faire. Et donc, la problématique actuellement en prévision ensembliste, c'est comment parmi tout cet amas, tout ce flot d'informations, je détermine l'information essentielle et pour mon usage particulier. Pour répondre à cette question, une méthode qui a été proposée par Arnaud Mounier de Ransathèse, c'est de définir ce qu'il appelle des classes climatologiques ou scénarios, pour regrouper les membres de l'ensemble en scénarios plus général. Sauf que ce travail a été développé pour des prévisionnistes à Météo France, avec seulement un besoin météorologique. Sauf qu'à Météo France, on fait aussi de la prévision pour des usagers qui ont besoin de l'information météo, mais ce n'est pas leur objectif final. Et donc, en réalité, ils ont une utilisation autre de l'information. Et c'est pour ça que ma thèse, son objectif, c'est à partir de la prévision d'ensemble à Rome, développer une synthèse en scénario qui soit adaptée à un usager. Alors, je fais cette méthode en 2 grandes étapes. D'abord la définition de ces scénarios, de classes climatologiques, et c'est pendant cette définition avec des méthodes de clustering que j'introduis aussi une variable non météorologique qui est la variable d'intérêt pour l'usager. Et dans un deuxième temps, on fait un passage à l'opérationnel. Donc, on prend la sortie de la prévision d'ensemble avec plusieurs champs météo, et en fait, on les assigne à nos classes qui ont été définies pendant la première étape. Et la classe majoritaire va être définie comme le scénario numéro 1 du jour. Et donc, en plus, avec cette méthode, ce qui est bien, c'est que on peut définir le scénario majoritaire, mais on a aussi conscience des scénarios minoritaires qui, donc, sont moins probables, mais parfois représentent aussi les événements beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus à risque. Pour ce travail, je travaille avec la Compagnie nationale du Rhône, donc qui est une compagnie de production d'énergie renouvelable et notamment de production d'énergie éolienne. Donc on travaille sur le nord-ouest de la France, sur leur parc éolien. Et donc on a 6 années de données de production d'énergie éolienne. Mais comme j'ai dit précédemment, moi, mon objectif, c'est quand même de faire des scénarios sur des champs météo. Et donc, il me faut une base de données météorologique. Et donc, cette base de données, c'est des champs de vent, donc des analyses à Rome, à 100 mètres, 100 mètres de hauteur. Et là, je me retrouve avec un problème, c'est la dimensionnalité de mes données, où c'est beaucoup trop grand pour simplement utiliser une méthode classique de clustering, problème classique de robustesse.
C'est pourquoi la première étape de ma méthodologie, c'est une réduction de dimension, donc à partir d'un auto-encodeur. Donc je présente quand même ça rapidement parce que je ne sais pas à quel point chacun est à l'aise avec les auto-encodeurs. Donc le principe de l'auto-encodeur, c'est à partir d'une image d'entrée, par exemple des champs de vent, eh bien, je vais reproduire l'image en sortie le mieux possible. Et comment je le fais? Je fais passer mon image d'entrée, mon champ de vent, dans un encodeur qui va réduire sa dimension pour en fait projeter cette image dans un espace de plus petite dimension, un espace latent. Et donc, dans cet espace latent, on a retenu l'information essentielle de notre image d'entrée, et de sorte que quand on prend le vecteur dans cet espace latent et qu'on repasse dans une partie qui s'appelle le décodeur, on est capable de reconstruire notre champ de vent. Qu'est-ce que moi je rajoute dans cette architecture? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je veux prendre en compte la variable d'intérêt de l'usager. Et donc, je rajoute en fait une troisième boîte qui fait que, à partir de l'espace latent, mon objectif, c'est aussi d'être capable de prévoir la production d'énergie qui est associée à ce champ de vent. Et en faisant ça, en fait, l'objectif, c'est d'orienter la projection de mon image dans l'espace latent pour que, en fait, l'information essentielle de mon champ de vent que je retiens soit adaptée à l'usager et pas simplement adaptée à la météo seule. Donc, une fois que cette architecture est entraînée, je retiens simplement la partie encodeur. Je prends toute ma base de données de champ de vent que je projette dans l'espace latent. Et donc, avec cette nouvelle base de données de dimension réduite, j'applique une méthode de clustering avec eh bien, les cartes autorisatrices que j'appellerai SOM par la suite. Donc, je définis mes N classes climatologiques. Et enfin, une troisième partie où c'est le passage en opérationnel. Et donc, pour chaque champ de vent, chaque membre de l'ensemble, je le projette dans l'espace latent, je l'associe à une classe et j'obtiens mes scénarios. Je vais juste rapidement vous parler donc des cartes autorisatrices. Donc, c'est une méthode de visualisation de la donnée et également de classification. L'idée, c'est qu'en fait, donc c'est un réseau de neurones, sauf qu'en fait, vous voyez, chaque point ici, c'est un neurone qui, en fait, les neurones constituent une sorte de filet qui, au cours des itérations, va essayer de s'adapter à la donnée, voilà, pour en fait, mieux la reproduire, en tout cas, comme si justement vous lanciez un filet sur une forme pour qu'il suive cette forme. Et ce qui est bien avec cela, c'est qu'en fait, chaque nœud donc à une place dans la maille. Par exemple, le nœud ici, c'est la place 0,0. Mais également, en fait, le nœud a une position dans mon espace des données. Et donc, en fait, je peux aussi représenter la donnée qui est associée à ce nœud. Et ainsi, je peux en fait faire des cartes où en fait, pour chaque nœud, je vais représenter, grâce à mon décodeur, le champ de vent qui serait associé à ce nœud. Donc à gauche, vous avez une carte autorisatrice pour l'auto-encodeur avec seulement météorologique, et à droite, quand j'ai introduit la production d'énergie. Donc j'ai entouré en fait les régimes de temps un peu classiques, voilà, pour que vous puissiez un peu vous y retrouver. Et ce qu'on peut remarquer, c'est déjà qu'on retrouve les régimes de temps à gauche et à droite, on retrouve les mêmes. On remarque par contre que la structure n'est pas la même. Donc en fait, pour la partie météo, plus on est proche du centre, plus le vent est faible, plus on s'approche des extrêmes, plus le vent est fort. Alors que pour la partie production d'énergie, en fait, la partie de champ de vent plus faible est plus regroupée dans un coin en haut à droite. Mais sinon, on retrouve les mêmes champs de vent. Donc on se dit, super, mais ça m'apporte pas grand-chose. Mais parce que là, pour l'instant, on est du point de vue météorologique. Et quand je regarde la distribution dans chaque classe de la production d'énergie qui est associée, là, on a une vraie différence. Où en fait, quand on regarde à gauche, mais en fait, il y a plein de classes où je n'ai aucune information sur ma production d'énergie. Regardez la classe 6, je peux autant avoir une production d'énergie nulle qu'une production d'énergie maximale. Et donc, pour l'utilisateur, ça ne sert à rien. Alors que dès qu'on passe avec de la production, dès qu'on introduit la production d'énergie, et en fait, pour chaque classe,
même celles qui sont un peu plus complexes, on a quand même de l'information qui peut être pertinente pour l'utilisateur. Donc là, c'est plus un résultat visuel. Et donc, je l'ai un peu représenté avec des boîtes à moustaches, où en fait, je représente les variances de chaque classe, donc dans chaque boîte à moustaches. Et vous voyez qu'il y a différents entraînements. Et en vert, en bleu, c'est quand j'ai un auto-encodeur météorologique seulement. Et en vert, c'est quand j'ai introduit la production d'énergie. Et on voit très clairement une baisse de la variance de la production d'énergie dans mes classes. Et donc, grâce à ça, je peux déjà poser une conclusion qui est que mon hypothèse initiale est validée, c'est-à-dire que si on prend en compte la variable d'intérêt, la variable de l'usager, eh bien en fait, ça va avoir un vrai impact sur la classification obtenue pour qu'elle soit adaptée à l'usager. Alors comme ça paraît rien, mais c'était quand même quelque chose qu'on n'était pas si sûr d'obtenir et aussi pas de manière aussi claire. Voilà. Pour un peu conclure et résumer ce que j'ai fait, donc au cours de ces 2 années de thèse, j'ai donc entraîné mes auto-encodeurs avec et sans production d'énergie, développé donc la classification avec les cartes autorisatrices, et donc j'ai pu vraiment constater une contribution visible en intégrant ma variable d'intérêt. Et pour l'instant, ce qui reste à faire, c'est déjà de sélectionner une classification finale, puisqu'en fait, je vous en ai montré qu'une seule, mais j'ai beaucoup de configurations différentes, et il faut que je prenne celle qui soit la plus adaptée. Notamment pour ça, je vais m'intéresser à des études de cas qui intéressent la CNR, puisque je n'oublie pas dans ma thèse que l'objectif, c'est que à la fin, cette production ait un intérêt pour l'usager et que, en fait, il y ait une valeur ajoutée pour sa prévision. Et aussi, ce qui peut être aussi possible de faire, c'est en échangeant avec la CNR, peut-être regrouper des classes pour qu'en fait, ce soit des scénarios qui soient véritablement adaptés à leurs besoins. Voilà. Merci de votre attention. Et je ne sais pas s'il y a le temps pour les questions, mais n'hésitez pas.